Israël devient un membre important du Moyen-Orient avec des alliances régionales, même si elles ne sont pas assignées au grand jour, avec des intérêts communs. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais, à l'approche de cette fête de Rosh Hashanah, qui est toujours l'occasion de dresser un bilan, de vous proposer ce matin, Avi, de prendre un petit peu de recul sur les deux événements qui ont marqué cette semaine, et on peut dire ces dernières semaines. Il s'agit bien entendu donc de la normalisation entre Israël et les Émirats et le Bahreïn, ce train de normalisation qui pourrait prendre d'autres passagers à bord au cours des prochains mois, et qui pourrait modifier donc le Proche-Orient, le Proche et le Moyen-Orient. Et puis cette épidémie qui n'en finit pas de préoccuper, on va dire, l'ensemble de la population israélienne, avec le reconfinement dans lequel on doit entrer à partir de demain après-midi, quelques heures avant le début de la fête de Rosh Hashanah. Alors je voudrais, avec vous, Avi, revenir sur ces deux événements. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé à Washington en milieu de semaine? Est-ce que vous pensez que, par exemple, comme le dit Yossi Cohen, le chef du Mossad, eh bien, très prochainement, on peut se retrouver à nouveau à Washington avec une signature d'un accord avec l'Arabie Saoudite? Je ne peux que répéter ce que je dis depuis une semaine déjà. C'est un événement d'une dimension historique qu'il nous est encore difficile de mesurer à ce jour. Vous savez, nous avons tous grandi dans un climat d'isolation d'Israël, d'un mur qui était érigé autour d'Israël. On était comme les parias du Moyen-Orient. Et voilà que petit à petit, ce mur s'effrite et Israël devient un membre important du Moyen-Orient, avec des alliances régionales, même si elles ne sont pas assignées au grand jour, avec des intérêts communs, avec beaucoup de pays qui n'ont pas encore signé des accords de paix avec Israël. Et oui, ça ne m'étonnerait aucunement de retourner à Washington le mois prochain avec une autre signature ou d'autres signatures. Alors, on a demandé à Yossi Cohen justement hier, si l'Arabie Saoudite, qui est vraiment le pays le plus important dans cette région de la péninsule arabe, serait prêt à signer un accord avec Israël. Ça, il faut dire que je suis un peu plus circonspect sur ce plan-là. Il est vrai que nous avons d'excellentes relations souterraines, discrètes avec l'Arabie Saoudite, mais je ne vois pas encore ce pays dans une position d'ouvrir au grand jour ses relations avec Israël. Est-ce que vous pensez que, de la même manière qu'on a dit que les Émirats avaient obtenu en contrepartie de leur acceptation de normaliser les relations avec Israël, un renoncement israélien à la procédure d'annexion ou de souveraineté israélienne sur une partie de la Judée-Samarie, est-ce que vous pensez que il faudra payer pour Israël cette normalisation avec l'Arabie Saoudite, peut-être même par une forme de reconnaissance de l'initiative justement saoudienne qui date de 2002? Écoutez, Daniel, on est déjà au-delà de cette initiative. Qu'est-ce qu'elle disait, cette initiative? Elle disait, si Israël et les Palestiniens arrivent à un accord pour l'établissement d'un pays, d'une nation palestinienne, d'une entité palestinienne reconnue souveraine, et Jérusalem-Est, évidemment, comme sa capitale, alors, oui, il peut y avoir une normalisation entre Israël et les pays arabes. Mais nous sommes déjà au-delà. Nous avons une normalisation avec au moins maintenant 4 pays arabes, sans avoir eu à payer un prix sur le plan palestinien. Donc, le fait qu'il y a un projet de l'Arabie Saoudite datant de 2002, c'est très joli, mais on est au-delà aujourd'hui. Alors, il est très possible, évidemment, que si nous avons un accord pour une reconnaissance de l'Arabie Saoudite, et il nous faudra payer un certain prix, comme par exemple le prix payé par Netanyahou de ne pas annexer les territoires palestiniens. Peut-être y a-t-il
un autre prix, mais à mon avis mineur. Mineur peut-être, je ne sais pas, une plus grande ouverture de El Aqsa aux prières des fidèles musulmans, des choses comme ça. Je ne vois pas vraiment ici l'Arabie Saoudite demander qu'Israël reconnaisse un État palestinien. C'est dépassé. On est plus loin maintenant. Alors, je voudrais vous demander avis parce que beaucoup de gens ont fait le parallèle avec entre la cérémonie de mardi et celle de la signature des accords de principe du processus d'Oslo avec Yasser Arafat, Rabin et Peres. Qu'est-ce qui a changé, on va dire, au niveau des paradigmes, de l'approche comment vous faites une comparaison? Est-ce que vous pensez que la comparaison peut être faite dans le cas précis? Eh bien, Daniel, moi, je ne fais pas de comparaison de cette signature avec la signature des accords d'Oslo. Je fais la comparaison de cette signature avec les accords de paix avec l'Égypte, signés en 1979, et avec la Jordanie, signés en 1994. Voilà la comparaison que je fais. Oslo, c'est autre chose. Oslo, c'est une signature entre Israël est une organisation qui a d'ailleurs déçu de par sa conduite après. Mais c'est pas une signature entre deux pays souverains qui savent exactement ce qu'ils veulent quand ils signent et qui savent que s'ils ont signé un accord, alors oui, il faut le respecter. Je ne veux pas vous rappeler comment s'est comporté Arafat après la signature des accords d'Oslo quand il a continué sa campagne contre Israël. Donc non, moi je ne vois aucune... Le fait que c'était à Washington, ok, c'était à Washington. Le parallèle n'est pas cela. Le parallèle, c'est la paix avec l'Égypte et la Jordanie. Alors, j'écoutais hier le correspondant de Rechet Bet dans les territoires palestiniens, qui est spécialiste, Tal Berrière, qui est le spécialiste de ce dossier, qui disait que les Palestiniens étaient totalement déprimés, on va dire en colère, frustrés, le sentiment d'avoir été oubliés, trahis par les Émirats, par, on va dire, ce monde arabe sunnite modéré. Et un des responsables palestiniens, Saïb Arikat, a dit que l'erreur qu'ils ont commis, lorsqu'on leur a demandé s'ils n'avaient pas commis une erreur, les Palestiniens, depuis le début du processus d'Oslo, ils ont répondu que en fait, l'erreur avait été justement d'accepter le processus d'Oslo. Qu'est-ce que vous répondriez-vous à un Palestinien qui dit ça? Je ne prête aucune importance aux déclarations de Saïb Arikat qui déclare A un jour et Z un autre jour. Les Palestiniens ont fait l'erreur principale et l'ont répété au cours de leur histoire, que quand ils avaient eu des possibilités d'arriver à un vrai accord avec Israël, un vrai accord de paix, et même d'avoir un État palestinien, ils avaient cette possibilité sous Ehud Barak en 2000 à Camp David et avec Ehud Olmert en 2008 entre Abu Mazen et Ehud Olmert. Ils n'ont pas accepté cette solution. Et pourquoi cela? Parce que eux ne voulaient pas voir en cette solution la fin du conflit. C'est ce qu'Israël avait exigé. Si vous avez un État palestinien, est-ce que c'est la fin du conflit avec Israël? Eh bien ça, ils ne pouvaient pas l'accepter parce qu'ils ne voient pas vraiment l'établissement d'un État palestinien comme étant la fin du conflit avec Israël. Il y a toute cette question du retour des réfugiés. Aucun leader arabe n'a osé faire une concession sur cette question-là. Et je vous rappelle, il y a dans le monde 3-4 millions de réfugiés arabes qui prétendent retourner en Israël. Donc, c'est les Palestiniens eux-mêmes qui portent la faute du fait qu'il n'y a pas eu d'accord. Ils auraient pu avoir leur État palestinien en 2000 et en 2008. Ils ne l'ont pas voulu car ils n'acceptent pas l'État palestinien comme étant la fin de leur conflit avec Israël.
Alors, Avi, je voudrais maintenant vous demander de retirer votre étiquette de diplomate, si c'est possible, et de nous parler, on va dire, en tant que sage de la société israélienne, quelqu'un qui a une expérience incomparable, qui a vu beaucoup de crises dans la société israélienne au fil des ans. Je voudrais vous demander de nous analyser cette crise que nous vivons autour du reconfinement, autour de l'épidémie. Certes, une épidémie exceptionnelle, mais on a le sentiment d'une confusion totale. C'est d'ailleurs le titre de plusieurs quotidiens israéliens ce matin. Confusion totale de la part du gouvernement dans la manière dont même on va gérer ce reconfinement dans lequel l'État d'Israël doit se diriger à partir de demain. Quel regard vous portez, vous, sur ce qui se passe actuellement ? Bien, contrairement à mon attitude très positive à l'égard des gestes diplomatiques du gouvernement israélien envers nos voisins arabes, je vois ici vraiment une sorte de manque de consistance dans notre guerre contre le corona. C'est vraiment incroyable qu'Israël, qui était placé numéro 1 en fin avril, début mai, est maintenant le dernier du monde. Nous avons la pire éruption de corona, et bien sûr, évidemment, et proportionnellement, un des pires pays du monde. Et de cela provient du fait qu'il n'y a pas de politique du gouvernement pour s'occuper de cela. Et même ce reconfinement maintenant, que nous faisons maintenant, j'ai bien peur qu'il n'aide à rien. Et pourquoi cela ? Parce qu'il est plein de trous, comme un fromage suisse. Il y a plus de trous que de fromage. Alors on fait un confinement, mais on peut faire des manifestations, on peut aller au bord de la mer, on peut aller prier dans les synagogues, on peut tout faire. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas envoyer les enfants à l'école. C'est à peu près tout. Et on ne peut pas ouvrir les cafés et les restaurants. Voilà. C'est pas un confinement. Si on fait un confinement, on fait un vrai confinement. C'est dommage qu'on est arrivé là, à cette situation. Mais si on veut vraiment, en 3 semaines, 4 semaines ou 5 semaines, vaincre le corona, alors il faut faire un confinement total, comme on l'a fait en mars-avril. On ne le fait pas pour des raisons politiques, pour des raisons, je peux comprendre qu'il y a, ça fait mal bien sûr, et qu'il y a beaucoup de pression. Mais c'est pas comme ça que nous allons vaincre la corona. Comment vous expliquez ce manque de discipline, on va dire, des Israéliens? Est-ce que c'est, par exemple, selon vous, c'est dû à une forme de caractère inné à la population israélienne, ou bien c'est justement en réponse à une sorte d'incohérence de la part des dirigeants israéliens que le peuple se comporte comme il se comporte aujourd'hui? La population israélienne sait être très, très discipliné. Nous l'avons prouvé en mars et en avril. Il y avait une discipline totale. Le fait que vous n'avez plus de discipline maintenant, c'est parce que il n'y a pas, on n'a pas confiance dans ce que le gouvernement fait sur le plan du corona. Un jour c'est comme ça, un autre c'est comme ça. Il y a des pressions politiques. Il y a un gouvernement avec 32 ministres, je ne sais pas quoi. Chaque décision doit être un compromis. Non, le peuple d'Israël a perdu confiance dans la manière avec laquelle le gouvernement dirige cette crise du corona. Et donc, les gens se disent, si le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait, eh bien, nous ne devons pas appliquer toutes ces mesures qu'il préconise. Et c'est ça le problème. On était très bien en mars-avril. Les gens étaient extrêmement disciplinés, tout le monde. Et il y avait une atmosphère, on est ensemble, on lutte ensemble contre la corona. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, tout le monde là se dit, si on peut aller à la mer, pourquoi je peux marcher le long de la mer et je ne peux pas me baigner dans la mer? Où est la logique ici? Ou bien, est-ce qu'on peut aller prier, mais il faut être 20 si on a une porte et 40 si on a 2 portes? Ouais. C'est des compromis bâtis sur des compromis bâtis sur des compromis. Et tout simplement, le peuple a perdu confiance dans la manière avec le gouvernement
et réagit à ce problème. Et c'est ça. Le président d'Israël, Rivlin, a essayé hier d'expliquer au peuple qu'il faut garder confiance et que oui, des erreurs ont été faites de la part des dirigeants, de la part même par lui-même, de la part du gouvernement, des erreurs ont été faites, mais qu'il faut respecter maintenant les nouvelles directives. Parce que sans cela, je vous assure, Daniel, on se retrouvera exactement dans la même situation dans 3, 4 ou 5 semaines. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de commenter donc ces deux événements de cette semaine mouvementée, la normalisation avec les Émirats et le Bahreïn, et puis ce reconfinement, on va dire, dans lequel on se dirige avec beaucoup d'appréhension. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et j'en profite pour vous remercier d'être toujours fidèle présent au poste et accepter de nous commenter l'actualité durant toute cette année. Ça me permet de vous souhaiter une Shana Tova, une bonne et heureuse année et une année de santé et que tous vos souhaits se réalisent. Merci beaucoup. Merci Daniel et Shana Tova à vous aussi. Shana Tova, Avi, à bientôt.